Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Parège pour cette nouvelle édition de Sans Filtre, le rendez-vous politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèges de nous accueillir une nouvelle fois. Permettez-moi aussi de saluer nos partenaires habituels, l'Union des entreprises de Moselle, je salue son président André Boussert. Remerciements également à Orange et sa déléguée régionale, Patricia Lecoq. Remerciements à l'artisan horloger joaillier Bianchi. Bonjour Alexandre. Et je salue également notre partenaire Wise Vision et son dirigeant Grégory Retter, car comme vous le savez, cette émission est enregistrée et sera diffusée sur le site de la semaine et sur ses réseaux sociaux, et elle fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire de jeudi. Chaque mois, j'ai donc le plaisir d'interviewer devant vous une personnalité politique locale sur son actualité, sur les enjeux de notre territoire. Pour ce 4e numéro de Sans Filtre, nous avons le plaisir d'accueillir François Grosdidier, maire de Metz, président de l'Eurométropole, vice-président également de la région Grand Est, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonjour François Grosdidier. Bonjour Stéphane Gitto. Tout va bien, vous êtes bien installé? Bien. Très bien. Confortablement. Très bien. François Grosdidier, donc vous avez été élu maire le 2 juillet 2020, après avoir remporté le second tour des municipales le 28 juin, donc il y a exactement à un jour près 3 ans. Nous sommes donc à la mi-mandat, un moment toujours un peu particulier. C'est l'occasion de dresser un premier bilan et puis aussi de se projeter sur la suite. Première question, François Grosdidier, comment vous sentez-vous? Quel est votre état d'esprit au moment d'entamer, j'allais dire, la deuxième mi-temps de votre mandat? Eh bien, en ayant terminé une mi-temps, on a effectivement le sentiment de maîtriser le jeu et on ne peut que gagner à l'arrivée. Donc c'est avec un démarrage très difficile. Et on a démarré en juillet, ça devait être au mois d'avril, donc on arrive quand il n'y a plus personne, en pleine crise sanitaire où il a fallu parer à toutes les urgences et où avec Qualifié, on a monté le premier centre de vaccination de France. On a été pris par des contraintes du quotidien et avec un brouillard, un manque de visibilité sur ce qu'on allait faire. On est passé d'ailleurs de la crise sanitaire à la crise ukrainienne, à la crise énergétique, avec une difficulté déjà à appréhender la situation telle qu'elle était. Souvent dit, des caisses vides, un patrimoine dégradé. On a eu du mal à faire un premier état des lieux pris dans l'urgence du moment. Donc, c'était pas un démarrage dans des conditions faciles. On parle bien sûr du bilan, on va parler aussi un peu de la méthode Grosdidier, si vous me permettez l'expression. Méthode qui est faite de volontarisme, de pragmatisme et de coups de gueule aussi parfois. Ces coups de gueule surtout au début de votre mandat, on a eu l'impression, on peut les rappeler quelques-uns, sur l'université, sur les ports de la Moselle. Un peu moins ces derniers temps, on a l'impression que, est-ce que vous êtes assagi ou est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas finalement la bonne solution, ou est-ce qu'il n'y a pas besoin? Non, vous m'entendrez toujours pousser des coups de gueule quand c'est nécessaire. Quand des choses ne se passent pas comme ça doit se passer, quand Metz est victime d'injustice, quand il y a des négligences fortes, effectivement, il faut le dire, j'ai pas l'habitude de pratiquer la langue de bois et je crois pas qu'on règle les problèmes en les taisant. Voilà. Donc, chaque fois qu'il faut le faire, gueule, quand il n'y a pas matière à le faire, je fais pas le coup de gueule pour le coup de gueule. C'est pas une méthode de communication d'existence. J'existe par ce que je fais et non pas par ce que je dis. Mais ce que je dis est le moyen de réussir ce que je veux faire. Alors, la dernière fois, vous êtes monté au créneau, notamment face au maire de Nancy qui était avec nous il y a un mois. C'était sur l'universitarisation du CHU. On en est où aujourd'hui de ce dossier? On attend toujours le rapport de la mission conjointe des inspections générales du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Santé. M'inquiète d'ailleurs de toujours pas l'avoir parce que ça fait 2 ou 3 mois qu'on devait l'avoir. On l'a d'ailleurs eu parce que, avec quelques autres, je l'avais demandé pour identifier tous les points de blocage complètement anormaux qui font qu'on a signé en 2018 une convention d'universitarisation et que cette année, il a fallu qu'un professeur PUPH, donc professeur d'université praticien hospitalier de Dijon, se désuniversitarise
pour pouvoir être recruté par le CHR Metz-Thionville. Donc situation complètement anormale. Pendant ce temps, les mêmes demandent à la région de financer des postes contractuels, des postes de professeurs d'universités territorialisés dans les plus petits centres hospitaliers de la région, et alors même qu'on n'avance pas sur Metz. Donc alors, on n'y est pas encore, je veux y arriver de cette façon ou d'une autre. Mais c'est encore un sujet d'inquiétude parce que strictement rien n'est réglé. Ça coince où? Ça coince très clairement. Ça a coincé sur le CHRU de Nancy et sur la faculté de médecine de Nancy, qui simplement n'ont pas porté les emplois, les projets, les postes que l'on pouvait créer à Metz, voilà, sur le site sur Metz-Thionville. Donc le blocage est là. Donc on demande qu'il soit correctement identifié. À partir du moment où chaque poste sur Metz dépend d'abord même d'une réunion des praticiens de la discipline sur Nancy. On s'est souvent plaint à l'université de Lorraine que dans tous les instants de décision, on soit entre 2 tiers, 1 tiers entre Nancy et MSC1 ou 3 quarts, 1 quart. Là, c'est 0 et 100. Donc, des instants de décision où il y a 0 et 100. Donc, pour l'instant, rien n'est passé. Donc, nous demandons que cette universitarisation soit menée par une autorité qui soit au-dessus de la mêlée. Et j'attends donc les conclusions de cette mission, mais qui se font attendre. Vous avez parlé avec Mathieu Klein de... Bien sûr, on en parle tout le temps. Et d'ailleurs, lui, je crois, est convaincu de la nécessaire universitarisation à partir de la faculté de médecine de Nancy, qui délivre aussi des enseignements de première année à Metz, est convaincu de cette nécessité, sans quoi nous vivrons notre propre vie indépendamment de Nancy. On ira chercher des partenariats ailleurs. Donc, et ce sera un échec pour l'université de Lorraine. Donc, que ce soit Mathieu Klein ou que ce soit la présidente de l'université Hélène Boulanger sont convaincus de la nécessité de ce qu'il faut réussir, cette universitarisation du CHR Metz-Thionville par le CHRU de Nancy et la faculté de médecine de Nancy. Ils en sont tous persuadés. Pour autant, les décideurs aujourd'hui n'ont rien décidé de concret. Là, le ministre de la Santé, le médecin François Braun, il peut rien y faire. Il souhaite aussi que ça réussisse, mais c'est pas dans le système actuel, c'est pas le ministre de la Santé, c'est même pas la présidente de l'université qui décide de la création d'un poste de PUPH, faculté de médecine, je dis de Nancy, mais qui est en fait de Lorraine, et CHR Metz-Thionville. Dans la méthode, si vous me permettez encore l'expression, Bourdidier, on note aussi votre hyper-présidence, votre hyper-pas-activité, mais votre présence très prégnante en tant que président de la métropole et en tant que maire, où on dit voilà, rien ne se décide sans le maire ou rien ne se décide sans le président. Alors est-ce que c'est vrai, premier point, et est-ce que si c'est vrai, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on est obligé de tout surveiller lorsqu'on est maire de Metz et président de la métropole? D'abord, je suis comptable devant les Messines et les Messins de tout ce que réalisent les municipalités. Deuxièmement, je souhaite que le maximum de sujets se règlent sans mon intervention, sans même que j'ai à m'en occuper. Je suis maire, président de métropole et vice-président de la région de 8h du matin à 22-23 heures tous les jours, week-end compris. J'ai du mal à me réserver 2 ou 3 heures le dimanche après-midi pour ma famille. Je ne souhaite pas m'occuper de tout. Sauf que c'est souvent nécessaire dans le système de fonctionnement actuel. On a une multiplicité des instants de décision, une multiplicité des réunions des comités. Je remarque même l'évolution de la vie administrative sur ces 20 dernières décennies. C'est un éclatement de tous les centres de décision et des responsabilités et une multiplication des réunions. Là, on se réunissait à 6 il y a 20 ans, on se réunit à 30 aujourd'hui. Et à chaque fois, dans ces réunions où le pouvoir est dilué, si souvent le maire n'y est pas,
et c'est les adjoints, ce sont les vice-présidents dans la métropole qui le demandent. Les choses n'avancent pas suffisamment. Vous avez aussi une très forte inertie administrative. On a celle de nos propres structures. Être maire de Metz avec 2000 employés, président de métropole avec 1200, c'est pas la même chose qu'être maire de Voipy avec 250 employés. Donc, et il faut effectivement en permanent pousser. Et il y a cette question qu'il faut être attentif au moindre détail de la ville, au moindre nid de poule, au moindre pave qui est submergé de déchets, et en même temps, faut jamais perdre de vue la vision stratégique de leur métropole. Bon, et donc c'est effectivement nécessaire pour un maire d'être maire à 200%, et de ne rien perdre de vue. Ça ne veut pas dire qu'on ne délègue pas énormément de décisions et de contrôle. J'ai une équipe d'une quinzaine d'adjoints. Les 40 conseillers de ma majorité ont tous une délégation exécutive. On a également une quinzaine de vice-présidents à l'Eurométropole, et avec également une quarantaine de conseillers délégués. Tous les maires ont même une responsabilité de conseiller délégué, et ils ont tous du travail. Vous l'avez dit vous-même, une amplitude horaire qui est assez large. Il y a quelques mois, vous aviez vous-même révélé que vous aviez eu un petit AVC. Dans la foulée, vous aviez dit que vous allez prendre quelques reculs un peu avec le rythme effréné. Vous avez réussi à lever le pied. Vous avez tenu parole. Je m'étais pas autant engagé que ça. Hein. J'avais dit que j'allais essayer d'écouter les conseils de ceux qui me le recommandaient. Voilà. J'ai réduit le café très fortement. De combien tout à l'heure vous me disiez? J'étais de 12 à 14, je dépasse plus de café. Je prends davantage soin de mon sommeil. Voilà, effectivement, mais ralentir le rythme, c'est effectivement quelque chose de difficile. On ne peut pas réduire l'activité. Je ne me vois pas non plus m'engager auprès des concitoyens et ne pas assumer pleinement mes responsabilités. J'ai toujours assumé complètement dans ma vie. Le jour où je me sentirai plus en capacité de le faire, j'abandonnerai à ce moment-là mes fonctions. C'est pas pour demain, mais je pense que quand on s'engage, on doit assumer pleinement. Tout va bien, vous nous rassurez sur ce point-là, et on en est ravis. Venons-en à votre bilan, François Grodier. On n'aura malheureusement pas le temps de tout passer en revue, mais en tout cas dans un premier temps, est-ce que vous êtes satisfait, j'allais dire, comme on dit en athlétisme, du temps de passage à mi-mondial? Est-ce que par rapport à la feuille de route que vous étiez fixée, qui était normalement celle que vous aviez proposée aux électeurs, est-ce que vous êtes en phase avec Alors oui, non. C'est-à-dire tous les mouvements sont bien lancés. On a eu du retard au démarrage pour des raisons de crise sanitaire, de crise énergétique. Je n'ai pas trouvé non plus les moyens, notamment les moyens financiers, de faire tout ce que je souhaitais, même si j'appréhendais les difficultés financières, et j'avais un programme d'investissement très à minima sur la ville, bien moins que les listes concurrentes, pourtant issues de la municipalité sortante, qui était censée mieux connaître la situation financière, et avec en plus rattrapé par une dégradation du patrimoine municipal, mais aussi de lieux de culte, de monuments, qui à côté du stade de Zavel, on m'a un jour dit on peut plus faire une compétition dessus, personne ne l'avait imaginé. Donc c'est un rattrapage en termes donc rattrapage très difficile, surtout quand on n'en a pas les moyens. Et par ailleurs, sur des grandes politiques plus structurantes, les choses mettent toujours un certain temps à se mettre en place. Les procédures sont de plus en plus longues pour lancer aujourd'hui la moindre opération. Le système institutionnel et administratif est ainsi fait que l'on inaugure comme mandat suivant ce qu'on initie dans un mandat. Heureusement que le système n'était pas celui-là. Ça a toujours été un peu le cas. Quand on a reconstruit la France, si on avait été dans les mêmes procédures, je crois que dans les années 60, on n'aurait pas encore reconstruit la France démolie de la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, depuis, on a quand même considérablement alourdi toutes les procédures, donc tout ça est très long. Et je suis d'un naturel impatient, donc je presse
mes adjoints, mes colistiers, mes collaborateurs d'aller toujours plus vite qu'ils ne vont. Mais effectivement, nous sommes sur les bonnes dynamiques. À la fois, nous avons déjà très vite renoué le contact avec les médecins, avec en ouvrant les mairies de quartier par un dialogue permanent entre les mairies de quartier et les habitants. Moi-même, chaque semaine, je fais une réunion publique sans filtre, voilà, avec les habitants. Nous avons réussi un effort considérable sur la propreté, sur la sécurité. On met les moyens et c'est plus laborieux parce qu'on s'inscrit contre un contexte général, dire d'agressivité, de développement, de trafic, quoi, des phénomènes qui sont plus difficiles à maîtriser, qu'on peut pas maîtriser tout seul, mais on avance. En termes d'attractivité, d'animation de la ville, je crois que on a chaque été davantage d'éclat, l'hiver aussi. Avec le marché de Noël qui est le premier de France, on a et toute cette politique également de la ville d'eau, de développement des activités nautiques, quoi, qui donne un élément de charme de plus, quoi. La ville d'eau se rajoute à la ville musée à ciel ouvert, à la ville jardin. On est reparti à réaffirmer Metz sur les politiques d'enseignement supérieur et de recherche. Alors on lance une école d'ingénieurs de la logistique. C'est la première création d'une école d'ingénieurs à Metz depuis 40 ans, alors qu'on avait perdu les lycées à Metz. On est reparti sur un grand nombre de dynamiques et de dynamiques transfrontalières. Si vous aviez cité tout un ensemble, un panel assez important sur les réussites à votre vue de votre dossier, de votre siège, j'allais dire quelles sont les trois plus belles réussites, mais qui sont vraiment abouties, sur lesquelles vous dites voilà, là j'avais dit qu'on le ferait et on l'a fait. C'est difficile de classer. Très concrètement, les mairies de quartier ouvertes et fonctionnant comme des véritables mairies généralistes pouvant traiter tous les sujets, pas seulement comme des guichets d'état civil délocalisés, ça c'est fait. Les politiques que je vous ai citées aujourd'hui, qu'on compte à la fois dans le dialogue transfrontalier sur la question des transports, on pourra parler que la voix de Metz se fasse entendre, que j'ai pu inverser j'ai pris la présidence des ports de Moselle où un enjeu énorme, c'est-à-dire qu'il faut absolument que toutes ces marchandises qui viennent d'Anvers et de Rotterdam ne viennent plus si nombreuses par la voie ferrée ou voie routière déjà saturée, mais puissent descendre par le fleuve à Metz ou dans son sud pour repartir à ce moment-là en voie ferrée. Mais on est sur des enjeux stratégiques aujourd'hui où Metz et sa métropole font entendre leur voix. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, qui est fait, quoi. Je veux dire, vous avez replacé, vous avez réussi. On a replacé Metz au cœur à la fois du concert des métropoles et de cette grande région transfrontalière, alors que Metz s'effaçait. S'effacer sur les questions universitaires, s'effacer sur les questions des ports, s'effacer même un autre dossier, celui d'A31 bis, où il y a un segment centre qui s'arrête à Feilly et un segment nord qui commence à Auconcourt. Au milieu, il y a juste nous et on n'existait pas. Alors, on a les sujets des entrées-sorties à Feilly, on a tout un national 431 qui a traité, sur lequel on est aussi sur la thrombose. On a sur la 31, ça fait pas partie, la traversée de Metz fait pas partie du projet. Là, il doit l'intégrer parce que de fait à 431, le contournement sud-est qu'on appelle devient l'A31 bis, c'est-à-dire une voie de contournement, sauf qu'il n'a pas été fait pour ça. C'était au départ une route à une liaison interquartier susceptible de passer à 2 fois 2 voies et qu'il faut travailler les sorties, qu'il faut travailler les liaisons anti-bruit et qu'on peut pas penser le projet A31 bis sans intégrer cela. Ce n'était même pas dans le dossier, ce n'était pas mentionné. Donc voilà, sur tous ces sujets, désormais, nous entendons les préoccupations de nos habitants, c'est-à-dire la voix de Metz est à nouveau entendue. Enfin, je vous dis, il y a les sujets concrets du quotidien, il y a les sujets de l'attractivité, ce qui nous tire vers le haut, avec cette nouvelle dynamique d'enseignement supérieur et la recherche, qui sont pour une métropole les véritables locomotives qui nous tirent vers le haut. Par ailleurs, en termes d'emploi, il y a l'affirmation de Metz. Alors,
Ça a été réussi avec l'implantation d'Amazon, réaffirmer Metz comme une grande place logistique. D'ailleurs, quand je dis Metz, c'est même le sillon, la Moselle, de Metz à Thionville. On a un site logistique exceptionnel, et ça, je ne l'ai pas inventé. C'est 40, 50 ans d'ailleurs d'action de la Chambre de commerce de la Moselle. Ça a été l'aventure Gare au Lord. Ça a été, mais à un moment, on a l'impression qu'on avait rompu avec ces dynamiques créées dans les années 70, et on y renoue pleinement aujourd'hui. Et à l'inverse, est-ce que vous objectivement, j'allais dire, vous pouvez citer quelques dossiers sur lesquels vous dites là, on est un petit peu en retard, là il va falloir pousser les feux pour la suite du mandat, parce que pour différentes raisons on n'a pas réussi à les enclencher. Je vous dis, il y a un sujet qui est celui de la sécurité, par exemple, sur lequel c'est plus long. Parce que les fameux objectifs des 1000 caméras. Eh ben, là, on en a fait 300 nouvelles, on va augmenter, mais avant ça, il fallait avoir un nouveau centre de supervision urbaine parce qu'il n'était pas adapté. Il faut faire du génie civil, je veux dire tirer les réseaux, parce que à part l'hypercentre, voilà, il fallait câbler. On est sur des coûts. Quand je voulais installer une caméra Haute-Vallière où se produisaient des incendies de poubelles et même de buissons, la caméra vaut 2500, 3000 euros, mais il fallait 200 000 euros de génie civil pour les tirer. Donc, on a, je trouve que là-dessus, on va passer vite, mais on va avancer. Il y a la ligne C du Métis, qu'on va lancer, mais sur lequel on a des difficultés de maîtrise foncière dans des endroits. Donc, je rêvais, je veux dire, de complètement boucler la réalisation pour ce mandat. Je me rends compte, il va falloir phaser un peu et on démarrera sur ce mandat, mais qu'on ne l'achèvera que sur le mandat prochain. Sur un deuxième mandat. Oui, absolument. Donc, vous avez justement déduit donc effectivement tout ça souvent ne va pas assez vite. L'universitarisation, on est tout de même à la peine. Et je veux qu'on y arrive avec Nancy. Et si on n'y arrivait pas, à ce moment-là, je mettrai en place un plan B. Qui mettra aussi un certain temps, mais on est effectivement sur des combats qui sont des combats de longue haleine. Donc ça, il y a beaucoup de ces projets qui étaient annoncés au début de votre mandat et lors de la campagne des municipales de 2019-2020, et il y a certains sujets qui sont un peu greffés, notamment la piétonisation. Ça faisait pas partie de votre mandat. Enfin, il y avait peut-être l'idée d'expérimenter. J'évoquais déjà l'expérimentation, et je parlais de ce réenchantement du centre-ville. Voilà. Et pour moi, c'est fondamental. Moi, gamin, à Gondange, dans le bassin hydrologique, j'ai connu une ville de Metz où on allait comme on va aujourd'hui dans un centre commercial. On y allait faire ses courses, point. Même si j'étais passionné par l'histoire de Metz pour des raisons familiales, que ça, c'était tous les habitants aux alentours de Lorraine-Nord venaient à Metz dans un centre commercial. Aujourd'hui, ils viennent à Metz pour admirer, pour s'amuser, pour écouter, pour des moments de plaisir, et ils redécouvrent. On a redécouvert à partir du moment où Jean-Marie Auge, dans les années 70, a fait ce plan de ravalement un peu coercitif, et on a redécouvert que la couleur de la pierre de Jaumont, quand j'étais gamin, la pierre était noire, et avant même les gaz d'échappement, c'était le chauffage urbain au coq qui avait tout noirci. Donc, mais c'était cette ville de caserne noire et qui est aujourd'hui reconnue dès qu'on la voit comme une des plus belles villes d'Europe. Donc, mais pour autant, le centre-ville continue à dépérir. Et t'es persuadé que ce n'est pas en refaisant l'offre commerciale d'il y a 40 ans, qui ne reviendrait plus, et qui d'ailleurs existait sur les autres bassins d'emploi de Moselle-Est, de Moselle-Nord, persuadé que c'était pas ainsi que nous allions redynamiser le centre-ville, même si nous nous efforçons, et nous sommes tous les jours en discussion avec des enseignes pour les faire s'implanter à Metz, et ça, nous n'y renonçons pas. Mais la force de Metz, c'est d'être ce musée à ciel ouvert, c'est d'être cette ville jardin. Et donc, il faut absolument, j'ai décidé la gratuité définitive du musée de la Cour d'Or, d'ajouter ce pavillon
totalement nouveau et différent qu'il y a sur la biodiversité et l'extension des espèces, décider de rénover le cloître de Récollet et de les réouvrir, de permettre au public par un ascenseur d'accéder au jardin suspendu qui est le plus beau belvédère sur la ville de Metz. J'ai décidé sur le projet Outreseille de lui donner un cachet de ville d'art et d'histoire puisqu'il y a tout le patrimoine pour cela et de le dédier spécifiquement à l'artisanat d'art. Donc ça c'est lancé, et sur la piétonisation, sur les transports, effectivement procéder par expérimentation. Quand on va à la hache sans se préoccuper des effets collatéraux, on fait parfois plus de dégâts que de bien. Bon, et donc en avançant à petits pas, en regardant à chaque fois les incidences positives ou négatives, en corrigeant les incidences négatives, on avance. Donc on n'avait pas non plus piétonnisé de nouvelles rues depuis au moins 20 ans à Metz. Là, nous avons piétonnisé la Fournie-rue. Il y avait beaucoup de réticences. Aujourd'hui, tout le monde est content. Notamment la même démarche sur la rue des Allemands pour assurer une continuité douce de la porte des Allemands à la cathédrale et pour réoxygéner en fait le quartier Outreseille. Et je pense que cette méthode d'expérimentation, c'est celle que je procède jamais par idéologie ou par a priori. On fait pas, même quand on croit avoir une super idée, on fait pas le bonheur des gens contre eux. Voilà. Donc, je suis ni idéologue ni technocrate, et je confronte toujours mes idées, celles de mon équipe, à la volonté, aux besoins des gens, au retour d'expérience. Voilà. Et donc, dans ce domaine comme dans d'autres, c'est la confrontation en permanence avec la réalité, le dialogue avec les administrés qui font qu'on avance comme ils le souhaitent, même si parfois il faut arbitrer. Quand on met des points d'apport volontaires en ville pour ne plus voir de sac poubelle en ville, tout le monde veut le point d'apport volontaire pas trop loin de chez lui, mais pas devant chez lui. Bon, à un moment, il faut arbitrer. Sujet avec les relations avec les administrés ou avec le monde économique, c'était celui un peu des boîtes de nuit, hein, qui à un moment donné, il y a quelques mois de ça, a fait beaucoup couler d'encre également. La situation est apaisée. C'est pas. Il y a une boîte qui est fermée. Ouais. Ça a apaisé puisqu'elle n'était pas conforme. C'est pas de votre fait, la décision aux normes, oui, parce qu'elle n'était pas conforme aux normes d'établissement recevant du public. Le préfet avait décidé une fermeture temporaire pour un manquement à la réglementation sur les agents de sécurité. Il s'agit de trouver le bon équilibre dans une ville. Je parle souvent de Concorde. Dans une métropole est à l'image de la société plus que beaucoup de petites communes plus rurales. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent le jour, il y en a qui vivent la nuit. Il y a des gens de toute opinion, de toute religion, de toute orientation, de tout mode de vie. Et il faut et on est tous condamnés à vivre ensemble. Voilà. Donc, autant bien vivre. Bon. Et ça suppose qu'on respecte un minimum de règles. Alors, j'aimerais bien que les pouvoirs publics et la mairie n'aient pas à arbitrer, à prévenir, à réprimer. Et les règles sont faites que parce que chaque individu n'a pas le réflexe qu'on nous apprend quand même quand on est petit, de pas faire aux autres ce qu'on veut pas qu'on fasse à nous-mêmes, de se mettre à la place de l'autre. Et si ça se passait comme ça dans la ville, il n'y aurait pas de sujet. On peut comprendre que les gens ne puissent pas se révolter quand ils habitent dans des rues et qu'ils sont réveillés de 4 heures à 7 heures du matin toutes les nuits de vendredi et samedi à dimanche par des hurlements, par des cris, par des bagarres et qu'ils ouvrent leurs fenêtres et qu'ils assistent à de véritables bagarres. C'était la situation que nous trouvions. Donc il ne s'agit pas de fermer les boîtes, mais il s'agit d'avoir un comportement compatible avec le reste. Alors, bien sûr, faut accepter en centre-ville un niveau sonore un peu plus élevé que si on habite dans un lotissement périphérique. Pour autant, ça doit pas dépasser une certaine mesure. Et y compris d'ailleurs sur l'animation des terrasses, des cafés, des restaurants, dont nous avons augmenté le nombre. Donc on les a pas réduits. Simplement, on appelle l'attention de chaque gérant sur la responsabilité qu'il a d'essayer autant qu'il le peut de moduler le son. Plus on avance dans la nuit, eh bien plus voilà. On a un peu plus bu, on parle plus fort, donc le niveau sonore monte. En même temps, il y en a qui peuvent vouloir dormir. Alors, c'est le week-end, mais j'ai même étendu le jeudi. Le jeudi, c'était pas évident, parce que le jeudi, on était aux horaires
de la semaine et pas du week-end, et en même temps tous les étudiants font la dernière soirée le jeudi. Donc j'ai accepté en dialogue avec l'UMI, et ok, on tente expérimentation le jeudi, mais c'est donnant. C'est vrai que on va faire les horaires du week-end, mais en même temps il y a des gens qui se lèvent le vendredi matin, plus nombreux. Donc et pour l'instant ça se passe bien. Voilà, je crois que si chacun est dans sa responsabilité et respecte les règles de base, il n'y a pas de sujet. Mais sur les boîtes, ça a dépassé complètement l'entendement. Sur les boîtes, vous pensez, j'insiste, quoi. Sur un endroit, c'est pas les boîtes à messe. Ouais. Au début de votre mandat, vous aviez aussi la volonté, vous aviez dit vouloir attirer un peu plus de monde en centre-ville, notamment une population un peu plus aisée, pour donner un peu un appel d'air aussi au commerce local. Est-ce que c'est toujours l'objectif? Est-ce que vous avez lancé des choses vraiment concrètes qui permettraient d'atteindre cette... Oui, c'est toujours, mais c'est non à se mettre en œuvre. C'est l'opération de revitalisation territoriale, l'ORT, nous permet de davantage maîtriser le foncier. Il y a plusieurs problèmes dans nos centres-villes. On a sur les commerces, certains endroits, des loyers beaucoup trop élevés qui correspondaient au prix du marché il y a 20 ans, qui ne correspondent plus aujourd'hui, et donc qui restent vides, mais le taux de vacances s'est réduit ces 2 dernières années assez considérablement d'ailleurs, et surtout il faut proscrire la pratique des droits d'entrée, qui sont très pénalisantes, mais on a aussi toujours aux étages supérieurs, rue Serpenoise, rue des Clercs, des plateaux entiers qui sont vides, alors qu'ils ne payent même pas la taxe sur les logements vacants, puisque on a un bail commercial de la cave jusqu'au comble. Oui, donc alors c'est effectivement nous voulons alors que les premiers clients du centre-ville sont les habitants du centre-ville, et plus ils ont de pouvoir d'achat, et bien plus ils dépensent. Donc on peut pas revitaliser le commerce de centre-ville en vidant le centre-ville de sa population, même si un centre-ville ne vit pas que des habitants, il vient de ceux qui viennent de beaucoup plus loin, et là c'est par l'attractivité de la ville qu'on fait venir de plus en plus loin, et en présentant une offre qui n'existe pas ailleurs. Donc il faut vraiment actionner les 2 leviers pour revitaliser le centre-ville, et vous m'interrogiez sur ce qui est un peu long à mettre en œuvre, ça en fait partie. Ça risque de vous porter préjudice, ça, d'ici la fin du mandat? Je parle politiquement. Non, je pense pas, parce que là encore, faut faire de la pédagogie, quoi. Il y a des choses qui vont plus vite qu'on le pensait même au départ, et puis il y a des choses qui sont plus lentes parce que c'est ainsi. Il faut simplement l'expliquer aux citoyens. Vous avez évoqué pas mal de sujets. Il y a peut-être un sujet sur lequel on vous a peut-être moins entendu là, en tout cas ce matin, c'est sur l'environnement. Alors, on voit que le réchauffement climatique, c'est une réalité. On le vit maintenant tous les jours, et pas seulement à l'autre bout de la planète, mais chez nous aussi. Est-ce que ce réchauffement climatique qui s'accélère, ça vous donne pas envie, vous aussi, d'accélérer un peu d'aller plus vite, d'aller plus fort, de mettre vraiment le paquet là-dessus? On met le paquet, et pour moi c'est une conviction ancienne. J'ai été parlementaire de droite dans les années 90 déjà. Je m'engueulais au moins avec la moitié de mon groupe qui était encore climato-sceptique dans les années 90, et c'est qu'à partir des années 2000, la moitié des années 2000, que vraiment la conscience des défis environnementaux s'est épandue, quoi. Mais j'étais par conversation avec Jean-Marie Pelt très en avance sur le sujet. Bon, et je me suis toujours engagé dans mes responsabilités antérieures. La ville et la métropole sont totalement engagées dans la transition écologique. Et elles le sont beaucoup plus que toutes les villes et métropoles, y compris celles et surtout celles gérées aujourd'hui par des militants Europe Écologie Les Verts. Et ça concerne absolument tous les sujets, sauf que nous sommes pas sur une écologie de la coercition ni de la décroissance. D'ailleurs, la décroissance, ça s'appelle la récession en économie, quoi, si je me souviens de mes cours. Donc nous sommes pleinement engagés. On peut prendre les sujets par un sur l'aménagement et l'urbanisme. Nous réduisons de 60% aujourd'hui dans le cas de l'urbanisme intercommunal les zones aménagées, alors que nous avons des demandes de logement extrêmement fortes et de très fortes contraintes en matière d'urbanisme. Une difficulté avec les citoyens, puisque d'un côté on nous dit qu'il faut pas augmenter l'enveloppe urbaine, et que de l'autre côté, dès qu'on veut urbaniser ce qu'en urbanisme on appelle des dents creuses, qu'il faudrait densifier,
à très juste titre, les citoyens les considèrent comme des îlots de fraîcheur qu'il faut préserver. Donc j'ai parlé de l'urbanisme. Sur les règles d'urbanisme, j'ai imposé que toute nouvelle toiture terrasse soit désormais couverte de panneaux photovoltaïques ou de végétation, ce qui n'était pas le cas précédemment. Nous avons triplé les budgets de plantation et décupler le nombre d'arbres plantés parce que l'arbre n'est pas seulement un élément d'agrément, c'est un élément, c'est un climatiseur. Un arbre, ça vaut 3 à 5 climatiseurs. Donc quand on plante 3000 arbres, c'est comme si on avait 15 000 climatiseurs, sauf que il manque un effet bénéfique sur la planète, et c'est aussi un élément de purification de l'air. Par ailleurs, tous les nouveaux véhicules achetés par la ville et par la métropole qui étaient encore achetés au diesel en 2019 sont systématiquement des véhicules électriques ou hybrides. Nous rentrons dans la révolution de l'hydrogène avec beaucoup plus d'audace que toutes les autres métropoles pour que notre système de transport en commun, nos bennes ordures ménagères, pour que tout le transport routier lourd passe sur l'hydrogène. C'est aussi la révolution dans la production énergétique. Nous avons la chance d'avoir l'UM. Nous allons généraliser le photovoltaïque. C'est aussi la transition écologique. Il faut emporter l'adhésion. Donc c'est aussi un sujet à la fois culturel et éducatif. C'est ce que nous faisons à partir du cloître des Récollets, revitalisé avec tout le réseau associatif pour intervenir dans chaque école et sur tous les publics. C'est aussi ce pavillon de la biodiversité qui va s'ajouter au musée de la Cour d'Or. Quand je parlais de végétalisation, nous sommes en train de végétaliser les 80 cours d'école de Metz. Une à une, elles y passent toutes, quoi. Donc, sur absolument tous les plans, je pourrais encore parler des efforts pour la rénovation thermique. J'ai multiplié par 7 la subvention de la métropole à l'Agence locale pour l'énergie et le climat qui conseille le secteur privé pour les emmener dans le mouvement de rénovation thermique. La recapitalisation de l'OPH devenu MH a première vocation à lui redonner les moyens de la rénovation. Et je pourrais terminer par l'éclairage public où nous mettons les bouchées doubles alors que nous avons encore des vieilles boules qui éclairent plus le ciel que le sol et qui consomment 5 fois plus de LED. Nous remplaçons. Donc il n'y a pas un aspect sur lequel nous ne sommes pas engagés dans la transition écologique, mais une transition écologique de croissance durable. C'est tout le débat, par exemple, qu'on a sur la forêt de Mercy, où certains me disent qu'il ne faudrait rien faire, il faut laisser faire la nature. Non, on peut faire, et en faisant, on fera à la fois de l'électricité renouvelable, on ne rasera pas 1 mètre carré de forêt, et on aura même un bilan beaucoup plus positif pour la biodiversité. Sur la place de la voiture en ville, alors ça fait le lien justement entre les deux sujets que nous venons d'aborder, la revitalisation du centre-ville et aussi les questions environnementales. Est-ce que votre logiciel a évolué ou est-ce que vous êtes toujours sur la même idée, c'est-à-dire qu'il faut laisser les véhicules venir en centre-ville? Mon idée est exactement la même, c'est-à-dire qu'une ville comme Metz ne peut pas se priver de faire venir les voitures de ceux qui veulent y aller à proximité immédiate du centre-ville et notamment sur les parkings Saint-Jacques, Cathédrale et République. Voilà. Sans quoi, on fera un formidable cadeau aux zones périphériques, à ceux qui le défendent, et on tuerait le commerce de centre-ville. Mais pour autant, nous engageons comme jamais dans le plan vélo pour permettre à tous ceux qui peuvent venir en vélo de venir en vélo. Nous confortons les réseaux de transport en commun. Nous allons construire cette ligne C du Métis pour permettre notamment à la 2e et à la 4e ville de la métropole, Montigny et Marly, d'accéder par des bus à haut niveau de service au centre-ville. Donc pour limiter la circulation et faire que tous ceux qui peuvent venir autrement qu'en voiture viennent autrement par une offre de qualité, mais sans pour autant interdire, quand on habite à Boulay, dans l'Orne, dans la Fench, dans le Saulnois, on ne peut pas venir autrement et on ne veut pas les couper du centre-ville. Par ailleurs, la voiture n'est pas nécessairement la pollution, puisque nous faisons la bascule sur la voiture électrique. Et d'ailleurs, j'ai lancé un appel à manifestation d'intérêt pour équiper
Mais là, assez rapidement, la métropole de 250 premières phases et après 500 bornes de recharge rapide sur l'espace public. Donc là aussi, il y a une confusion idéologique qui voudrait que ne soit écologique que le transport collectif ou le logement collectif. Que c'est un peu une reconversion verte d'une idée un peu collectiviste. On peut ne pas polluer, même en étant dans un véhicule individuel, même si par ailleurs nous encourageons aussi le covoiturage. Voilà. Donc sur les transports, je crois beaucoup à la révolution du transport doux, beaucoup plus que par l'interdiction de la voiture individuelle par ceux en plus qui ne pourront pas venir à Metz autrement. Voilà. Vous savez, je l'ai dit, engagé, pragmatique, mais certains souhaiteraient peut-être vous voir davantage un peu visionnaire, au sens que on ne sait pas très bien quelle est votre vision pour Metz à l'horizon 2030, 2040. Vous parlez beaucoup, et c'est votre rôle de maire, des problèmes du quotidien, mais s'il y a certains dossiers qui engagent au-delà d'un mandat ou de 2 mandats. Mais voilà, si je vous pose la question, c'est quoi pour vous Metz en 2030? Je trouve que c'est un peu un mauvais procès, parce que c'est vrai que rien ne m'échappe des détails du quotidien, et que beaucoup de mes collègues, prédécesseurs ou d'autres, avaient tendance à beaucoup parler et peu agir. Et pour moi, les paroles sont vaines si elles ne se traduisent pas dans la réalité. Ce que je vous ai dit sur la transition écologique dans laquelle nous sommes engagés, sur le développement des transports en commun à l'hydrogène, sur la transformation complète de notre... pas la transformation, sur la production énergétique. Aujourd'hui, l'UM ne produit que 10% de ce qu'elle vend. Je veux considérablement augmenter la part et le faire par les énergies renouvelables. Je veux que Metz et que la Lorraine Nord ait enfin un enseignement supérieur et surtout un système de recherche à la fois à dimension de la population pour répondre aux besoins des jeunes bacheliers, à leurs demandes d'enseignement supérieur, mais aussi pour que former la main-d'œuvre dont nos entreprises ont besoin, mais aussi que nos entreprises bénéficient du potentiel de recherche et de transfert de technologie dont ils ont besoin. Tout ça, c'est une vision de moyen et long terme, et qui s'inscrit dans ce contexte transfrontalier. Moi, j'ai toujours inscrit ma vision à la fois dans une histoire longue et dans une géographie, et enfin dans une volonté. J'invite à lire d'ailleurs le livre que j'avais sorti en 2019, La Mirabelle et le Photon, qui résume exactement cette vision, même si nous sommes pris au quotidien dans le flot des actions très concrètes et tangibles. Elles s'inscrivent toujours dans cette vision. Enfin, nous allons retravailler avec l'équipe de la métropole sur la redéfinition de la stratégie métropolitaine qui officiellement remonte à avant 2020, et nous allons remettre l'ouvrage sur le métier, effectivement, pour redéfinir cette stratégie qui correspond à cette vision et qui est vraiment en cours de réalisation pour Metz et l'Eurométropole à l'horizon 2030, et qui s'inscrit bien dans ce que nous souhaitons pour la société que nous voulons à l'horizon 2050. Alors, dans le même ordre d'idée, vous aviez dit que vous ne seriez pas un bâtisseur de cathédrale, vous n'aviez pas promis de grands travaux pharaoniques dès le début du mandat, même durant la campagne, c'était clair. Pourtant, est-ce qu'à votre avis, il ne manque pas un projet qui incarne un peu le Metz du futur, justement? Honnêtement, c'est peut-être un défaut d'humilité, mais je crois pas que quand on est maire, il faut absolument avoir son monument. Et en plus, votre monument, mais quelque chose. Mais en métropole de demain. Mais en plus, mon prédécesseur, on n'a pas laissé les moyens. En clair, hein, il n'y a pas la capacité d'investissement aujourd'hui pour faire. Jean-Marie Roche avait l'habitude, il a démarré à la fin des 30 Glorieuses, et avec encore assez favorable, de faire un gros investissement par mandat. Ménégro, qui s'était dit qu'il durait moins longtemps que Roche, a voulu en faire 2 par mandat. Moi, j'ai dit déjà sur la ville de Metz, je suis parti du besoin le plus élémentaire.
Même ceux qui suivent l'actualité sportive, on est ensuite davantage le hand, le foot. Le plus gros besoin aujourd'hui, il est dans la gymnastique, et pas dans la gymnastique de compétition. Aujourd'hui, la gym se pratique de la petite enfance, pour des problèmes de psychomotricité, jusqu'au 3e âge. Et les capacités de la ville, c'est pour à peu près 1500 pratiquants, on en faudrait pour 3000. Donc, on construit cet espace gymnique, qui est le plus gros investissement municipal. C'est pas une cathédrale. Il répond à un besoin social et j'allais dire même sanitaire qui est élémentaire. Bon, et sur la métropole, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas assez de piscine pour apprendre à nos gamins à nager. Bon, et que des gamins de la métropole allaient apprendre à nager à Boulay ou à Pont-à-Mousson. Donc la construction de piscine métropolitaine, ce mandat, et qui sera suivi d'une deuxième pour avoir un maillage, et là encore, plutôt que de faire une belle piscine olympique, je préfère mailler le territoire de plus petites piscines en pratique. Voilà, je n'ai pas d'investissement de prestige en tête, et par contre, je veux répondre vraiment aux besoins des gens. Et par ailleurs, on n'en a pas besoin, mais on a besoin de construire. On a une cathédrale qui a 800 ans. Quand on a hérité d'un aussi superbe patrimoine, dans lequel s'est rajoutée une pièce phare qui, elle, n'en fera pas une tous les 6 ans comme ça, qui est le Centre Pompidou. Notre responsabilité, c'est pas de vouloir à chaque fois, à chaque mandat, construire une cathédrale. C'est de vouloir sublimer, de vouloir soigner, de vouloir promouvoir le patrimoine que nous avons. Voilà, de l'adapter toujours aux besoins de l'époque, mais c'est d'abord de servir ce patrimoine pendant le passage que nous faisons. On va ouvrir une petite page un peu plus politique, pas dire politicienne, mais politique. Vos conseils municipaux sont toujours assez sportifs, on va dire, avec vos échanges avec votre opposition. Pour vous, puisque vous avez annoncé que vous, a priori, voilà, un deuxième mandat vous intéressait, quel est votre principal adversaire? Est-ce que c'est la gauche unie, ou est-ce que, enfin, le groupe uni, ou est-ce que c'est le Rassemblement national? J'ai une gauche assez radicalisée, c'est-à-dire c'est l'aile gauche de l'ancienne municipalité, avec des militants élevés qui sont très idéologues et dans une opposition systématique, y compris sur tous les projets de transition écologique. Et j'ai une extrême droite qui est toujours ce qu'elle est, même si elle essaie de présenter parfois un visage plus avenant. Et à Metz, c'est une particularité. Moi, ça fait 20 ans que je le vis. J'ai une alliance contre moi de l'extrême droite et de la gauche. Ça continue. M. Masson et M. Fonté aujourd'hui, mais j'ai l'habitude ça fait 20 ans que ça dure, et ça ne change pas. Et ce que je regrette, c'est qu'on ne parvient pas à Metz à avoir un dialogue constructif en conseil municipal. Et il n'y a pas d'idée, on conteste pas les projets. Quand on conteste les projets, c'est sans chercher à s'y intéresser. C'est absolument sans nuance et c'est sur le principe, et c'est volontiers accompagné d'attaques ad hominem. Donc c'est pas ma conception de la politique, c'est celle que je subis encore non, mais c'est quelque chose de regrettable parce que ça ne fait pas, c'est pas ça qui rapprochera les citoyens de la chose publique, et finalement on est obligé de se construire et de construire une politique en dehors d'un dialogue qui aurait été souhaitable avec l'opposition. Et vous redoutez plus pour la suite la montée encore, même si Metz n'est pas... Attendez, aujourd'hui, la sociologie de Metz rend assez difficile l'élection d'une municipalité d'extrême droite. Donc c'est plutôt une municipalité très à gauche, comme dans toutes les autres métropoles. Je rappelle que Metz est la seule ville de plus de 100 000 habitants qui est passée de gauche à droite aux dernières élections municipales. Toutes les autres, ou n'ont pas bougé, ou sont passées de droite à gauche. Donc c'est la sociologie de la ville, et au plan national, je m'inquiète d'une possible élection, victoire de l'extrême droite à la prochaine présidentielle, et qui sera entraînée et qui entraînera une majorité à l'Assemblée nationale. Oui, voilà mes craintes. Et je redoute les deux à peu près pour les mêmes raisons. Je crois que nous avons besoin d'une société de concorde et non pas de division et de discorde, et que chacun à sa façon, d'ailleurs dans sa pratique politique, ne fonctionne que sur l'opposition des citoyens entre eux, sur des clivages différents, sur des points de vue différents sur les familles politiques, mais c'est le même résultat au moment où nous avons besoin de bien davantage d'union et de concorde. Vous l'avez évoqué vous-même, là, vous faites l'objet ces derniers temps d'attaques qui viennent de
d'Antoine Fonté, l'ancien proche de Dominique Gros et de Jean-Louis Masson, ce qui vous a amené à prendre la parole longuement sur Facebook ce week-end pour dénoncer ce que vous qualifiez de calomnie. Après 40 ans de vie politique, est-ce que ce genre d'attaque vous touche encore? Est-ce qu'elle vous blesse encore? Non, quoi. Moi, personnellement non, parce que d'abord, j'en suis coutumier, je me suis épaissi le cuir, et si ça devait me déstabiliser, ça fait longtemps que je serais passé à autre chose, ou je me serais tiré une balle dans la tête. Donc, c'est très éprouvant sur un plan familial. Les enfants ne sont pas préparés à ça, jamais. Et c'est aussi très déstabilisant, même pour les collaborateurs, pour les colistiers, quoi, qui ne s'engagent pas au service des autres pour vivre cela. Voilà, et c'est toujours décevant parce que ça ternit l'image de la ville. Moi, j'ai une opposition qui s'est attaquée à tout, y compris d'ailleurs à la candidature de Metz comme capitale française de la culture, alors que l'opposition antérieure à Dominique Gros pouvait être assez dure. Je n'étais même pas toujours d'accord avec elle sur certains sujets, mais avait toujours le souci de préserver les intérêts de Metz. Aujourd'hui, ce n'est même plus le cas, et je trouve ça dommage. Quand c'est du conseil municipal de Metz que vient, par exemple, la dénonciation des subventions de la région à notre aéroport régional, alors que je me suis battu pour qu'elles existent, quoi, à chaque fois, vraiment l'impression, pas seulement qu'on cherche à me faire du mal, des coups de poignard, je dis j'ai le cuir épais, mais de faire mal à la ville, et ça je le regrette vraiment. Dernière question avant de passer la parole à la salle, un mot de politique nationale. Vous avez évoqué votre crainte de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Vous n'êtes plus adhérent à LR depuis plusieurs mois, mais j'imagine que vous êtes toujours un peu attaché à ce courant de pensée de la droite républicaine. On sait qu'Emmanuel Macron serait tenté de passer un accord de gouvernement avec les LR, même si vous n'êtes plus adhérent républicain. Quel est votre sentiment? J'ai regretté que ça ne se fasse pas au lendemain des élections législatives. Et si on avait été en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, ça se serait fait. Et c'est hélas pas la culture politique française qui doit être la culture du compromis et qui n'est pas de renier ses électeurs. Autant je porte pas qu'on se fasse élire sur des idées et que pour avoir un portefeuille ministériel ou autre chose, on les renie. En revanche, faire un accord de gouvernement totalement transparent comme ça, c'est en Allemagne. Vous avez les démocrates chrétiens qui peuvent diriger le pays avec les libéraux ou avec les Verts ou parfois même avec les sociodémocrates, ou les Verts qui peuvent être, qui sont pas nos Verts, qui sont des Verts autrement plus constructifs, qui peuvent s'entendre dans des municipalités ou avec les démocrates chrétiens ou avec les sociodémocrates, et toujours sur la base d'un programme. Et donc, moi, j'aurais souhaité, après législative, dès lors qu'on avait quand même en France réussi le tour de force de ne pas avoir de majorité avec un scrutin majoritaire. Dans les autres pays, c'est la proportionnelle qui conduit à cette culture de la coalition. Chez nous, on aurait dû avoir une majorité, on l'a pas. Eh bien, on aurait dû travailler sur un programme de gouvernement. Mes amis à l'époque des Républicains n'en ont pas voulu, et les macronistes et le président Macron n'a rien fait non plus pour l'avoir. Maintenant, c'est trop tard. Voilà, c'est pas trop tard, mais le pays s'en trouve affaibli. Il aurait fallu avoir un contrat de législature, l'accord au coup, par texte de loi. Mais j'ai été parlementaire longtemps, plus de 20 ans. Qu'est-ce qui se passe quand un parlementaire n'est pas dans la majorité, et qu'il est convaincu de la pertinence d'un texte, il peut voter pour, même si même s'il est dans l'opposition. Mais dès lors que le texte devient populaire, on l'a vu sur les retraites, à ce moment-là, écoutez, pourquoi je prendrais des coups pour une majorité qui n'est pas la mienne? Voilà, donc c'est pas un bon mode de gouvernance, et la France en est affaiblie. Voilà, je pense que nos voisins européens sont beaucoup plus mûrs, ils ont une pratique de démocratie parlementaire. Nous, on a finalement, au départ, un régime très présidentiel qui a voulu le général de Gaulle. C'est devenu presque, c'est plus une démocratie parlementaire, c'est une technocratie à peine tempérée par la démocratie, et de moins en moins, où c'est souvent l'administration centrale qui dirige, commandé plus ou moins par le président, mais qui peut pas s'occuper de tout, encore moins un maire de tous les services de sa commune. Et c'est vraiment une faiblesse de notre système, et avec doublé en plus, et c'est là où je suis très critique vis-à-vis du gouvernement actuel, d'une véritable recentralisation. Au moment, sur tous les sujets,
on en parlait, y compris d'espaces verts, ou de quoi, des détails de la vie d'une commune qui remontent au niveau préfectoral et national. Quoi, on ne vit pas. Là encore, nos voisins vivent une véritable décentralisation. Nous, ce n'est jamais le cas. L'État garde la main sur toutes les politiques officiellement décentralisées. Je pense que ce système n'est pas tenable. Et si je suis assez critique contre le pouvoir actuel, c'est sur cette technocratie centralisatrice qui était en plus à l'inverse de la tradition du centre français. Donc le gros mouvement politique actuellement à droite qui est en train de s'opérer, enfin un des mouvements, c'est un peu l'émergence ou pas d'Horizon. C'est quelque chose que vous regardez aussi. C'est quelque chose. Est-ce que Philippe, vous seriez tenté de écoutez, moi je verrais. Moi pour l'instant, je suis maire de Metz. Voilà, avec une équipe qui est très plurielle. Ouais, des gens qui votent à gauche, des gens qui votent à droite. Ça va vraiment de la gauche démocrate à la droite républicaine, en passant par les centristes, des écologistes et des 2/3 de mon équipe qui n'a aucune appartenance politique et dont certains je ne savais pas. Je savais que c'était pas des extrémistes, mais je ne savais pas pour qui ils votaient aux élections nationales et c'était pas mon sujet. Donc l'équipe municipale, c'est ça. On verra bien en 2027 comment les choses se dessinent. C'est sûr que je poserai toujours à l'arrivée d'extrémistes au pouvoir en France. Et l'exemple russe devrait quand même tous nous faire militer. Je suis même écarté des Républicains parce que certains chez moi exprimaient quelques sympathies pour Poutine encore 2 mois avant la guerre en Ukraine, alors que je pressentais déjà que ce discours nationaliste qui instrumentalisait même un peu le religieux à des fins politiques était tout le contraire de l'idéal démocratique qui avait été porté par Jacques Chirac, par le général de Gaulle avant lui, et c'est ce pourquoi j'avais adhéré à l'époque au RPR. Voilà, l'heure tourne, il est temps de passer la parole à la salle, s'il y a des questions. Monsieur le maire, très récemment, il y a eu ici même le printemps du commerce, qui était un événement où on s'est un peu interrogé. J'aimerais revenir sur un point qui a été abordé par Stéphane Getto il y a quelques minutes. Vous avez parlé d'une évolution du taux de vacances sur les 2 dernières années. Est-ce que vous pouvez nous donner ces taux et justement en les comparant du taux que vous avez constaté au taux qui est le taux de vacances des commerces aujourd'hui au centre-ville? Merci. Au dernier chiffre en ma possession, on a baissé de 3%, passé de 12 à 9, On est en baisse du taux de vacances sur le centre-ville. Je prends toujours cela avec beaucoup de précaution parce que parfois 2-3 ouvertures ou fermetures peuvent faire varier le taux de façon assez considérable. C'est sûr, c'est que nous ne sommes plus dans le mouvement semble arrêter aujourd'hui. Les gens restent ou ceux qui s'y intéressent justement par les dynamiques et les actions que nous avons entreprises justement sur ce réenchantement du centre-ville. Le fait que on ne se contente pas de dire voilà il y a les locaux et des parkings et c'est pratique, mais que ça que nous soyons fermement décidés à mettre en œuvre toutes les politiques à la fois d'investissement mais aussi d'animation. Il n'y a pas un week-end où il se passe rien sur la place de la République ou sur l'esplanade. C'est fait aujourd'hui que des enseignes nationales sont intéressées par le retour et ça redonne un peu de foi aux commerçants locaux dont certains s'organisaient à peu près encore au niveau de certaines rues ou de certains quartiers, mais où il n'y avait plus véritablement de dynamique à l'échelle de la fédération. Voilà, donc tout cela reprend et me paraissent de bon augure. Voilà, donc on était au-dessus de 12 dans des chiffres, on sera à 9 aujourd'hui, et dans une moyenne nationale, mais qui pour autant ne me satisfait pas. D'autant plus que je souhaite que certains arrêtent le phénomène qu'on a pu voir, je pense notamment au secteur Outreseille, où on ferme des boutiques pour faire logement, du louer meublé, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des rues qui étaient commerçantes et dont certains maîtres linéaires se ferment définitivement au commerce et risquent à ce moment-là de menacer les autres. Il faut vraiment que nous retrouvions et non seulement qu'il n'y ait pas de vacances,
mais qu'on n'hésite pas à recréer du commerce. Je suis aussi, j'espère que le centre Saint-Jacques va vraiment redémarrer. On l'avait espéré. Je maintiens que la création de Muse a été une erreur au moment où le centre Saint-Jacques changeait déjà de propriétaire et cherchait à se relancer. Nous sommes aujourd'hui, on va avoir conscience que nous avons une offre commerciale qui est excédentaire par rapport à la demande. Et c'est pour ça, il y a deux façons de régler le truc. Soit c'est l'offre qui se rétracte pour s'aligner sur la demande, et là c'est des fermetures, des drames économiques et souvent personnels parce que les commerçants ils mettent toutes leurs billes, ou alors il faut augmenter la demande. Augmenter la demande, c'est à la fois repeupler le centre-ville et c'est faire venir de plus loin, et même pour autre chose, pour que l'offre commerciale, mais ça bénéficie à l'offre commerciale, et ça c'est en train de prendre. Voilà. Merci. Une autre question. Monsieur le maire, monsieur le président de l'Eurométropole, vous avez passé votre jeunesse à Gondange, vous êtes allé au lycée à Thionville, vous avez été maire de Gopy. Je voulais savoir quelle était votre perception du rapprochement des deux communautés d'agglomération du Nord-Mosellan, à la fois Porte-de-France d'un côté et Val-de-Fensch de l'autre. Merci. C'est un regard très positif. Pour moi, il va à peu près de soi. Quand on voit ces deux agglomérations sont très imbriquées. Bon, donc donc la séparation, elle était purement politique. C'était, elle avait la Fensch dominante de gauche avec son histoire, et puis et Thionville avec voilà, qui était plutôt de centre droit. Et il faut savoir complètement dépasser les clivages politiques pour créer une interco à l'échelle de son bassin. Voilà. Quoi, de la vraie agglomération, et ça ne forme physiquement qu'une seule agglomération. On pourrait pousser plus loin en disant que aujourd'hui, sur un plan physique, démographique, économique, sur le plan réel, on est même aggloméré de Marly à Étanges-Grand. C'est le sujet qui est posé. Et beaucoup, je pense notamment à la Chambre de commerce, militaient pour une grande métropole qui part quasiment de l'aéroport régional pour monter jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Quand on a beaucoup d'intercos qui gèrent des compétences du quotidien, certains gèrent même la petite enfance, assez difficile de construire un monstre technocratique qui gérerait l'ensemble. Pour autant, nous avons à trouver mode de coopération. Donc quand même, on a des problèmes qui sont communs. Je prends les transports. Aujourd'hui, chaque interco devient autorité organisatrice de mobilité. Bon, pour beaucoup, c'était nouveau. Ils se reposaient sur le département puis la région au du transport interurbain, alors que nous sommes conurbés. Et que sur ce bassin même de mobilité, on prend dessiné par la région, qui est toute la Moselle Ouest et la Meurthe-et-Moselle Nord, on se rend compte qu'en fait, l'énorme phénomène transfrontalier, c'est 17% du sujet, que les mobilités à l'intérieur de chaque interco, c'est 48%, et qu'on a donc 35% sur les rapports entre les différentes intercommunalités. Tous les matins, vous avez sur Metz à la fois une marée qui monte et qui descend l'après-midi, mais vous avez aussi ce courant depuis Metz, le transfrontalier très fort qui monte sur le Luxembourg et qui redescend l'après-midi. Mais vous avez, par exemple, entre Metz et Rive-de-Moselle, vous avez aussi un courant, alors de même dimension, montant et descendant le matin et l'après-midi. Voilà, il y a à peu près autant d'habitants de la métropole qui vont bosser à Rive-de-Moselle que d'habitants de Rive-de-Moselle qui vont bosser là. Et tout ça, ça n'a jamais été pensé, organisé. Voilà. Justement, est-ce que c'est peut-être pas le moment de commencer c'est le moment. J'ai le dossier. Alors c'est le moment de la métropole. C'est le moment. J'ai pris l'initiative de réunir à plusieurs reprises, pour la première fois dans l'histoire, les 16 présidents de ces EPCI qui ne s'étaient jamais vus. Notre vrai bassin de vie, c'est celui-là. Je veux dire, même s'il avait fallu ne faire qu'un seul pôle métropolitain, c'est peut-être qu'il aurait fallu le faire. À l'époque, mon prédécesseur a eu une bonne inspiration. Qui a été l'association Metz-Thionville-Briey, voilà, avec Bertrand Metz d'ailleurs. Bon, donc et j'ai regretté qu'on n'ait pas persévéré. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas discuter avec Nancy et Pinal. Ça ne veut pas dire que pôle métropolitain, vraiment les intercos immédiatement riveraines du Luxembourg n'est pas leur sujet, mais le principal des sujets concrets,
qu'il s'agisse des mobilités avec les phénomènes transfrontaliers, qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse du développement économique, même de développement, quand je parle de l'enseignement supérieur et de la recherche, ça part bien sûr du cœur de Metz. Après, on a ArcelorMittal Research à Mézières, on a aujourd'hui Metafench, on a le Pôle Laser et l'Institut de soudure à Cormontaigne. Quoi, on est vraiment tout ça. Notre politique doit être pensée à cette échelle-là. Ultime question. Oui, madame. Oui, micro pour là. Merci, Monsieur le Président. Au sein d'Orange, les JO sont un projet énorme. En fait, nous sommes tous mobilisés dessus. Qu'en est-il pour la ville de Metz? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un peu? Et la ville et l'Eurométropole, bien sûr. Avec l'arrivée de la flamme, bien sûr. Oui. Alors dans un an. On a un deal avec le président du département qui est que je le laisse communiquer sur le sujet. Simplement vous dire que ce sera un moment extraordinaire à Metz pour toute la Lorraine, même si parce que je crois qu'elle passera pas à Nancy, donc je pense que c'est pour toute la Lorraine qui se retrouvera à Metz là sur le passage de la flamme. C'est un côté mythique, magique. Et puis nous travaillons avec tous les milieux sportifs pour profiter de l'engouement. Moi, je me souviens comment des grands événements comme la Coupe de France de 98 avaient provoqué un afflux d'adhérents dans les clubs de foot. Là, c'est un phénomène, mouvement d'entraînement que nous allons relayer à tous les niveaux, dans tout le milieu sportif. Et on voit bien d'ailleurs que c'est tous les clubs, quoi. Il y a un mouvement collectif qui se crée. Je pense que, alors à Metz, en Moselle, mais comme dans la France entière, il va vraiment se passer quelque chose d'assez extraordinaire, de mouvement, voilà, de masse des citoyens vers le sport. Et le moment qu'on a vécu assez extraordinaire à Metz, de la remontée, de la victoire de Bastia, on n'était pas encore sûr de remonter en Ligue 1, mais enfin ça s'est fait, ça a été un mouvement populaire absolument extraordinaire. Non seulement ce stade, 28 000 places, c'était devenu trop petit, la place d'Armes qui peut accueillir 6-7 000 personnes était trop petite, on avait 40 000 personnes qui faisaient la fête, qui fêtaient et qui arrosaient même la victoire. Ça s'est globalement bien passé à part un incident à place Saint-Louis. Mais ça s'est très bien passé et c'est un formidable mouvement de concorde sur le coup, mais après je pense de promotion du sport. Voilà, donc voilà. Merci François Grédillier. Ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous libérer parce que je crois que vous devez rejoindre la ministre des collectivités, Dominique Faure. Absolument, qui vient parce que je suis très heureux que nous accueillons à Metz la mission opérationnelle transfrontalière, voilà, et qui montre bien que voilà, nous emparons de ce sujet pleinement et que c'est reconnu par l'État. Donc voilà, merci d'avoir joué le jeu de Sans Filtre, mené en collaboration avec l'Union des entreprises de Moselle, Orange et Bianchi. Prochain rendez-vous le 26 septembre à la rentrée et nous accueillerons le maire de Thionville, Pierre Cuny. Merci.